Yann vous pose deux questions. La première, quelles sont les nouvelles du Brexit? Et la seconde, pouvez-vous faire un point sur la situation en Ukraine? Alors, sur le Brexit, il faut avoir une petite prudence sur ce que je vais dire parce que on est en pleine pandémie. Donc la situation économique des États a quand même été largement modifiée par les questions de pandémie. Il n'est pas normal, on n'avait jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale par exemple, que le PIB de la France baissa de moins 8,2%. Donc il y a ce petit bémol. Mais sous ce bémol, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'il y a eu ici ou là des petits hiatus, des petits froissements. Là, il faut payer les droits de douane. Il y a eu un problème d'approvisionnement de sandwich dans les magasins Marks and Spencer en France et sur le continent. Il y a des problèmes avec les pêcheurs français parce que les Anglais ont récupéré leur zone de pêche. Mais ça concerne beaucoup plus malheureusement les pêcheurs français que les Anglais. Mais au bout du compte, il y a quand même des nouvelles qui sont assez formidables en fait venant du Royaume-Uni. Premièrement, il n'y a pas d'apocalypse. Le Royaume-Uni est toujours là et bien là. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on avait fini par faire croire aux Britanniques et notamment aux Français que en cas de Brexit, ça serait l'abomination de la désolation. Rappelez-vous, il ne devait plus y avoir de papier hygiénique, donc les gens ne sauraient plus comment s'essuyer quand ils allaient aux toilettes. Il y aurait plus d'approvisionnement de rien. Ça serait la dèche. Le niveau de vie s'effondrerait. Il y a rien, évidemment, rien de tout ça qui s'est produit. On avait dit aussi que ce serait les Britanniques qui étaient installés en France ne pourraient plus revenir au Royaume-Uni, que ça serait la chasse aux immigrés. Mais rien de tout ça ne s'est produit, bien entendu. En revanche, il y a des éléments très positifs qui sont apparus. Il y a quelques jours, c'était hier, je crois que c'était hier, l'agence Reuters, à partir d'analyses qui sont faites pas par le gouvernement britannique, mais par, je crois, l'agence Bloomberg de New York ou quelque chose comme ça, qui anticipe que le produit intérieur brut du Royaume-Uni pour 2021 devrait s'accroître de plus 7,8%, je crois, ce qui est très supérieur à la croissance attendue du PIB français, qui est attendu aux alentours de plus 5 et quelques, pour résorber ce qui s'est passé en 2020, mais l'Angleterre va beaucoup plus vite. Deuxième élément tout à fait notable, c'est le classement du Royaume-Uni comme zone d'investissement. À la surprise générale, ça, ce sont des informations qui viennent des Échos. Hein, c'est pas des. Je cite mes sources, ce sont les journaux les plus mainstream de France qui reprennent l'agence Bloomberg ou l'agence Reuters. Ce sont des agences, tout ce qu'il y a de plus officiel, tout à fait mainstream, comme on dit maintenant. Voilà. Et autre élément, c'est que selon un classement qui a été fait auprès de je ne sais plus combien, 1000 investisseurs internationaux à travers le monde, eh bien l'Angleterre, le Royaume-Uni, a progressé. Je crois qu'il est maintenant la troisième destination pas touristique, mais d'investissement préférée. L'Angleterre a détrôné l'Inde comme zone d'investissement privilégiée. Donc tout ça, ce sont quand même des éléments tout à fait positifs. Et qu'est-ce que l'on voit? En ce moment, on voit une polémique. Pour vous dire à quel point on en est, on voit une polémique en ce moment dans les journaux en France contre Boris Johnson, contre le Premier ministre. Paraît-il, alors c'est un scandale, il paraît-il qu'il a dépensé 200 000 livres sterling pour faire retaper l'appartement du Premier ministre. Bon. Alors 200 000 livres sterling, ça fait 260 000 euros. Donc ça va peut-être être une crise politique parce qu'il y a quand même des forces européistes au Royaume-Uni qui essayent de dégommer Boris Johnson. Je rappelle, moi je suis pas là pour défendre Boris Johnson, je ne connais rien à ce dossier, mais je rappelle que 260 000 euros pour rénover l'appartement du Premier ministre britannique ne me paraît pas quelque chose d'absolument inimaginable quand je vois par exemple que M. Macron a dépensé 500 000 euros rien que pour refaire la salle de réception, la grande salle de bal de l'Élysée. Il a dépensé, je crois, lui et Madame Macron ont dépensé quelque chose comme 400 000 euros pour changer la porcelaine. Ils ont redépensé encore 500 000 euros pour refaire des salles à l'Élysée. Ce sont, à l'échelle de l'État, ce sont pas des dépenses d'ailleurs très significatives, mais à l'échelle du budget d'un smicard, ça paraît tout à fait scandaleux. J'ai même pas parlé de la construction de la piscine à Brégançon. Voilà. Donc si on reproche les 260 000 euros de réfection de l'appartement de Boris Johnson à Londres, qu'est-ce qu'il faudrait pas reprocher à Macron? Tout ça, ce sont des petites joutes politiques, des petits combats politiques sans grand intérêt. Fondamentalement, le Royaume-Uni se porte bien.
le Royaume-Uni n'a pas du tout été pénalisé comme on l'avait dit, et au contraire, il est en train de mettre de son côté des quantités d'accords bilatéraux internationaux avec beaucoup de pays du monde. Et puis je terminerai sur le Royaume-Uni en disant quand même cette vérité que tout le monde a pu voir, c'est que les Britanniques ont géré leur programme de vaccination pas à la perfection, mais beaucoup mieux que l'Union européenne. Alors, je l'ai déjà dit aussi, que l'on soit pour ou que l'on soit contre le vaccin est une chose. Mais là, ce que je dis, c'est autre chose. C'est que lorsqu'un gouvernement, comme le gouvernement britannique, décide de faire un truc de vaccination, ça marche. Lorsque le gouvernement français décide de faire une opération de vaccination, ça ne marche pas parce que ça dépend de l'Union européenne. Et ce qui est vrai de la vaccination, c'est la même chose pour tout le reste. Je change de sujet. La deuxième question, si j'ai bien compris, c'est la situation en Ukraine. Donc la situation en Ukraine, il y a eu... Alors je ne suis pas forcément au courant de tout. Hein. Je ne suis pas non plus... mes connaissances ne sont pas encyclopédiques à tout instant sur les dernières données du problème. Mais il y a eu, au cours des semaines écoulées, une tension croissante entre l'Ukraine, d'un côté, avec les troupes de l'OTAN qui étaient là derrière, et d'autre part, la Russie. Et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'OTAN, dont fait partie la France, ce dont se plaignent, je le montrais tout à l'heure, le général Diamantidis et toute une série de militaires en France qui disent attention, on est en train d'être entraîné vers une guerre, peut-être une guerre terrible avec la Russie, donc il faut quand même faire très très attention de ne pas se laisser entraîner par notre soumission à l'Union européenne et à l'OTAN. Je rappelle qu'il y avait, je crois, j'en suis sûr, les Russes ont mis en ligne quelque chose comme à peu près 100 000 soldats le long de la frontière russe, mais parce que de l'autre côté, il y avait des divisions de l'OTAN qui s'étaient massées le long de la frontière ukrainienne, mais aussi le long des pays baltes. Et je rappelle d'ailleurs que la France a prépositionné en Estonie notamment, mais ailleurs dans des pays baltes aussi, notamment des aéronefs et des blindés, par notre appartenance à l'OTAN. Alors là-dedans, c'est l'œuf et la poule qui a commencé, mais enfin, on va dire encore que je suis dans la main de Poutine. Je ne suis pas dans la main de Poutine, j'essaie de dire la vérité. Ce que je vois, moi, c'est qu'on a un pays, la Russie, avec des troupes sur son propre territoire, et que l'on a en Ukraine, dans les pays baltes, face à la frontière russe, on a des troupes des pays de l'OTAN, avec des Américains, et avec des Français, des Anglais, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas s'il y avait 100 000 soldats russes le long de la frontière du Rio Grande au Mexique face aux États-Unis d'Amérique? On s'en scandaliserait, on aurait raison d'ailleurs de le faire, comme on s'en est scandalisé au moment de l'affaire des missiles de Cuba. Alors, la tension a monté. Est-ce que c'était pour montrer les muscles, etc. Je n'en sais rien. Il semble quand même que maintenant la tension a baissé. Il y a eu un truc un peu mystérieux. Ce sont les décisions contradictoires, pour ne pas dire incoatives, de Joe Biden, qui, à 24 heures d'intervalle, d'une part a proposé un sommet à Vladimir Poutine, au président russe, et le lendemain a décidé d'expulser je ne sais plus combien de diplomates américains et de prendre des mesures dites de sanctions. Donc c'est vraiment souffler le chaud et le froid comme ça. On a un peu l'impression que Joseph Robinette Biden, pour parler son nom vrai, que le président américain est un peu tiré à hue et à dia entre ce qu'il veut faire d'une part et ce que l'État profond américain essaie de lui imposer d'autre part. En attendant, la tension était extrême il y a encore une semaine. C'est en train de retomber. On a appris avec plaisir, enfin moi j'ai appris avec plaisir que le sommet Biden-Poutine semblait se dessiner et allait peut-être avoir lieu au mois de juin. Je pense ici qu'il est très important de rappeler un fait à nos compatriotes. C'est qu'un président de la République, un chef de l'État, notamment en France, doit quand même toujours avoir à l'esprit de veiller à la paix, de veiller à calmer le jeu, de veiller à la paix mondiale, à la paix civile en France, à la paix mondiale. Et donc je ne suis pas du tout sûr, c'est un euphémisme, que la position de Macron ou de Le Drian qui a fait des déclarations récemment en disant que Poutine était encombrant mais il fallait faire avec. C'est minable. D'abord c'est grossier.
c'est risible quand on voit la puissance militaire russe par rapport à la puissance militaire française, quand on voit le soutien de la population russe massivement à son président et la désaffection dont souffre M. Macron et son équipe gouvernementale. Et je ne parle même pas du jeune secrétaire d'État Clément Beaune qui se permet de donner des leçons à la Russie. Tout ça, c'est pas bien, parce qu'au lieu que la France soit une puissance de modération, comme elle devrait l'être, d'essayer de rapprocher les points de vue, on a au contraire l'impression que la France jette de l'huile sur le feu et que finalement c'est presque Biden qui est moins allant que la France sur ces questions. Personnellement, moi je me réjouis lorsque je vois que les gens se parlent et que la tension diminue entre les grands. Maintenant, et pour conclure sur ce sujet géopolitique, les problèmes restent là. La réalité de la situation, c'est que la sphère occidentale, de façon générale, les États-Unis d'Amérique, de façon plus particulière, sont en déclin. Certains pourraient même dire sont en décadence. On voit d'ailleurs les difficultés techniques, par exemple, des Américains en matière militaire pour avoir notamment des missiles hypersoniques, alors que c'est une technologie que les Russes maintenant maîtrisent depuis plusieurs années. On voit que l'armée russe obtient des prodiges, que d'ailleurs Vladimir Poutine a beaucoup misé là-dessus. On voit également que l'armée chinoise se développe, notamment en mer de Chine du Sud, où l'hégémonie chinoise se fait de plus en plus sentir. Et on voit bien que les États-Unis sont quand même sur le reculoir. Donc ça fait partie des grands phénomènes géopolitiques du XXIe siècle. Et la France devrait faire très attention à ne pas se soumettre à un camp qui risque d'être le camp perdant. Il ne faut pas se soumettre non plus, je rassure ceux qui m'écoutent, ni à la Russie, ni à la Chine, ni à quiconque. La France doit mener sa politique, qui est une politique française, à la tête également de la francophonie, et qui doit être une politique visant à la paix mondiale et à préconiser une autre vision du monde que le monde anglo-saxon et que le monde porté par la construction européenne.